Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Aujourd'hui, dans notre émission, nous nous intéressons à ceux qui prennent des décisions pour le bien commun avec le verbe arbitrer. Comment arriver à rendre un jugement juste? Est-ce facile d'arbitrer en toute impartialité et sans pression? Eh bien, direction la Polynésie française avec des passionnés de Jiu-Jitsu, un art martial très populaire. Mais comment évoluer dans de bonnes conditions lorsqu'il manque des arbitres? Nous verrons cela ensemble. Dans une autre discipline, nous avons eu la chance de rencontrer la juge-arbitre Gisèle Hériché. Cette Martiniquaise officie depuis plus de 40 ans dans l'athlétisme. Pour elle, l'arbitre ne sanctionne pas, il accompagne. Dans la chronique cette semaine, nous verrons que le verbe arbitrer a sa place dans l'islam, notamment à travers les notions de miséricorde et de fraternité. Arbitrer, comme dans l'histoire de Salomon. Alors qu'il est roi, il va devoir rendre un jugement. Sera-t-il juste? Luciano vous raconte ce passage de la Bible. Arbitrer, comme dans l'histoire du jugement de Salomon. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit tout droit sorti du premier livre des rois. Un jour, à Jérusalem, deux femmes, les voici, elles viennent trouver Salomon pour un arbitrage un peu particulier. Une sombre histoire de mort et de vol de bébés. Regardez plutôt. L'une des femmes expose les faits de son point de vue. « Monseigneur, cette femme et moi habitons la même maison, et nous avons accouché dans la même période. Une nuit, le fils de cette femme mourut. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui reposait à mes côtés alors que je dormais, et le coucha contre elle. Et son fils mort, elle le coucha contre moi. Au matin, j'ai voulu allaiter mon fils, mais il était mort. Je l'ai examiné attentivement, et j'en suis sûr, ce n'était pas mon fils. L'autre femme proteste. Non, mon fils est celui qui est vivant, ton fils celui qui est mort. Salomon se demande comment arbitrer une telle situation. Qui ment? Qui dit la vérité? Soudainement, il dit à ses serviteurs, « Prenez l'enfant et coupez-le en deux avec une épée. Donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Mais l'une des femmes s'écrie, « De grâce, donnez-lui l'enfant vivant, ne le tuez pas. » L'autre proteste, « Il ne sera ni à toi, ni à moi. Coupez-le. » Ça y est, voici l'élément qui manquait au roi pour arbitrer. La vraie mère est celle qui préfère donner son enfant plutôt que le voir mourir. Il déclare donc, « Ne le tuez pas, donnez à celle-ci l'enfant vivant, c'est elle, sa mère. » Ainsi, ce brillant arbitrage a été une confirmation que Dieu était avec Salomon, lui qui avait demandé au Seigneur le don du discernement. Il a prouvé qu'il était un arbitre juste, empreint de la sagesse de Dieu, une sagesse si grande qu'on en parle encore aujourd'hui. Il y en a une qui est sage, bon, pas toujours, c'est Aurélie. Bonjour Bonjour Aurélie. Muriel. Alors direction tout de suite Aurélie, la Polynésie française, et plus précisément à Taravao et Maïna, c'est bien cela, Bravo. où nous avons rencontré des arbitres d'un sport devenu très populaire sur le territoire. C'est ça Muriel, et ce sport, regardez, c'est le Jiu-Jitsu brésilien, je l'ai bien dit. Il est né en 1920 en s'inspirant des sports de combat japonais. C'est très proche du judo qui privilégie le combat debout. Le Jiu-Jitsu, lui, privilégie le combat au sol. Et dans ces sports de combat, on a forcément besoin des arbitres qui sont nécessaires pour la sécurité des athlètes. C'est ça, et notre guide à nous, regardez, c'est Eyata. Il est membre de la Fédération polynésienne de Jiu-Jitsu. Sa mission, former des arbitres, notamment pour suivre des compétitions. Vous allez voir, on se croit presque au cœur du tatami. Quels sont les principes de l'arbitrage et quel est le rôle de l'arbitre dans le sport? Reportage d'Yvon Le Gall. Dès que l'athlète tombe sur les fesses, le flanc ou le dos, on donne les points.
Ambiance studieuse au club Tahiti Martial Spirit. Teveiho, 26 ans, a une demi-journée pour perfectionner une dizaine de sportifs aux règles complexes de l'arbitrage de Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu, c'est un sport de combat qui se déroule au sol. Et en compétition, tu commences au-dessus et le but, c'est d'aller contrôler ton adversaire au sol. Dans ses explications et démonstrations, Teveiho est aidé par Hayata, responsable de l'arbitrage à la Fédération polynésienne. Ils doivent s'assurer de la bonne assimilation du règlement international par les élèves en vue de la compétition de la semaine prochaine. Ça commence à dépasser, on arrête. C'est vraiment trop dangereux comme clé, quoi. Ça va super vite, ce genre de clé. Donc, être vigilant. L'arbitre a vraiment un rôle de sécuriser les combattants. La vigilance doit être de tous les instants pour éviter la blessure, arrêter le combat et attribuer la victoire. Tout renversement qui part d'un contrôle est une inversion de position. Ça ne marque pas de points. Le Jiu-Jitsu, sport dérivé du judo, est aujourd'hui l'art martial le plus populaire en Polynésie, avec une soixantaine de clubs pour 1200 licenciés. Pourtant, la discipline manque cruellement d'arbitres. L'arbitrage, on va dire, c'est difficile de trouver des personnes pour ça parce que c'est un poste assez difficile, assez critiqué aussi. Il faut savoir prendre des critiques. Teveiho se sent prêt à gérer les futures réclamations avec sang-froid et dans le respect. Il a été formé à cela par Hayata, qui a vu chez lui des qualités essentielles pour juger les combats. Pour être un bon arbitre, il faut être impartial, connaître le règlement, essayer d'être courtois, même si des fois c'est pas évident. Il faut savoir faire abstraction du public, il y a beaucoup de pression et il faut savoir se concentrer uniquement sur les combats. J'essaie de passer le relais à des personnes qui sont motivées. Le but c'est de transmettre tout le savoir que j'ai dans l'arbitrage. Allez, 1, 2, 3. Si la prochaine compétition compte déjà 250 inscrits, le nombre d'arbitres, lui, demeure encore incertain. Comment on va ? À 2 jours de la compétition qui aura lieu à Taravao, Hayata rejoint Yannick, le cadre technique de la fédération, pour les derniers préparatifs. On va donner le rôle à Teveiho de responsable des arbitres. Avant de se lancer dans le Jiu-Jitsu, Yannick était arbitre de judo. Les sensations ressenties au cœur de l'action en plein match l'ont convaincu à continuer l'arbitrage. Aujourd'hui, il est le seul salarié de la Fédération polynésienne de Jiu-Jitsu brésilien. L'ambiance qu'il va y avoir dans la salle, et quand on est au centre de la salle, on la ressent bien, l'ambiance, ça fait son effet quand même. Voilà. Donc moi j'aime ça, voilà. C'est de l'adrénaline. Hein. Le Jiu-Jitsu est arrivé à Tahiti par des surfeurs américains et brésiliens dans les années 90. Bien souvent, ce sont les athlètes eux-mêmes qui sont devenus arbitres. J'ai fait 3 compétitions. Par rapport aux âges des adversaires, j'avais quasiment 10 ans de différence. Je faisais un combat, j'étais mort. Eux, ils faisaient un combat, ils étaient tout frais. Ensuite, Yannick s'est approché de moi. On a commencé à discuter arbitrage. Il m'apprenait le règlement. C'est dans le garage de l'un et l'autre que les 2 hommes ont commencé à étudier l'arbitrage, à l'aide de vidéos en ligne et de livres en anglais et en portugais. Donc on s'est formé avec cette vidéo et le bouquin. Là, on a le livre, pareil, alors en anglais. Parce que dans leur fédération, il n'y avait pas en code français. C'est quand même un code sportif. Si depuis cette époque, la fédération de Jiu-Jitsu s'est structurée avec plus de moyens, Yannick et Hayata restent vigilants et continuent à se battre pour que cette discipline puisse être pratiquée en loisir, aussi bien qu'en compétition. Tu peux avoir tout le matériel que tu veux, les sponsors, les athlètes, les médailles, ce que tu veux. Si tu n'as personne pour arbitrer le combat, il n'y a rien qui avance. Hein. Pas d'arbitre, pas de compétition. Le nombre d'arbitres sera-t-il suffisant samedi pour que la compétition puisse se tenir dans de bonnes conditions ? C'est le grand jour pour Teveiho, Hayata et Yannick. Le public est survolté. 300 compétiteurs, tout âge confondu, se présentent à la pesée. À quelques minutes du début de la compétition, Hayata donne ses derniers conseils à la jeune équipe d'arbitres. Plus de 300 combats vont s'enchaîner toute la journée. En responsable tapis, il y a moi et Yannick, ok ?
Nous, on reste sur le côté, on rectifie si vous ne mettez pas les points ou si vous en mettez trop, on va rectifier de façon surveillée. Hein? OK? Donc, pas de stress, les gars, coulasse, non encore. Pas de stress non plus pour Hayata et il peut avoir le sourire. Le stage de formation donné quelques jours plus tôt a porté ses fruits. Une dizaine d'arbitres est présent pour la compétition. C'est un très bon chiffre, sachant que généralement, on tourne entre 4 et 6 arbitres dans les meilleurs des jours. Mais là, 5 à 10, c'est excellent. Les combats s'enchaînent à un rythme soutenu. Mais en bon formateur, Yannick multiplie les conseils auprès des arbitres novices. Et du coup, pour lui donner ses points parce qu'il a fait tomber, il faut qu'il sorte sa tête, qu'il attende 3 secondes. Et là, il a des points. Alors mon bro, comment ça s'est passé sur ton tapis? Ça a été long, mais ça s'est bien passé. Pas de grosses blessures, pas de grosses erreurs. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à transmettre, voire même peut-être disparaître des tatamis. Ça voudrait dire que ça a fonctionné. Après 12 heures de combat intensif arbitrés selon les règles internationales de Jiu-Jitsu, Hayata tire un bilan positif. Finalement, le renfort d'arbitre a été vraiment très efficace et heureusement qu'on était autant, c'est que positif. Oui, je suis plein d'espoir pour le futur. S'il y a autant de personnes qui s'inscrivent, enfin, qui s'intéressent à l'arbitrage, on pourra continuer des compétitions aussi longtemps. C'est donc mission accomplie pour Hayata, Yannick et Teveiho. Ils espèrent avoir créé cette semaine des vocations afin d'assurer la relève et l'avenir de la discipline en Polynésie. Merci pour votre volontariat et votre bénévolat et votre assistance. Et direction maintenant à la Guadeloupe, du côté de Basse-Terre, précisément à la rencontre de notre invité, Maître Robert Valerius. Bonjour, Maître Robert Valerius. Vous êtes membre de la commission diocésaine Justice et Paix. Alors déjà, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette commission ? Bonjour. C'est une commission qui a été créée par l'évêque décédé, Monseigneur Cabot, après un synode dans les années 90. Et cette commission Justice et Paix permet justement de réfléchir sur les problèmes sociaux, sur les problèmes économiques et de donner une vision de la doctrine sociale de l'Église à propos de la situation économique, sociale, de tout ce qui se passe dans le territoire de la Guadeloupe et dans le diocèse de la Guadeloupe. Donc c'est la mise en pratique de la doctrine sociale de l'Église qui est née après Vatican II et que tout le monde connaît, en tout cas que tout catholique devrait ou doit connaître. Et concrètement, est-ce que vous mettez des actions en place ? Alors nous avons surtout un rôle de conseil, de sensibilisation, un rôle de, comment dit-on, un rôle d'interpellation à propos de ce qui se passe dans le pays pour que chaque personne prenne conscience. Les chrétiens tout d'abord et les hommes de bonne volonté et les femmes de bonne volonté ensuite. Nous faisons de la formation par exemple et de la sensibilisation par des conférences, débats et de la formation aussi des chrétiens pour qu'ils puissent comprendre la nécessité de non seulement que la foi a pour conséquence une action de chaque chrétien dans sa vie quotidienne et dans sa vie sociale. Pour vous qui êtes avocat, Maître Valerius, peut-on faire un parallèle entre le domaine de l'arbitrage dans le sport et celui de la justice ? Arbitrer, c'est d'abord juger. C'est apprécier une situation concrète en fonction de règles. Ça, c'est la première chose. Le juge apprécie une situation, un fait qui lui est présenté parce qu'il y a des règles de droit. Ensuite, il doit faire des choix en fonction de la règle de droit et en fonction des éléments qui lui sont donnés par chacune des parties. Ça, c'est le deuxième élément. Et ensuite, il doit trancher. Trancher en fonction de ce qui lui est présenté et donc rendre un jugement. Et il doit aussi faire preuve de sagesse, bien évidemment, même quand il tranche, pour que la décision soit comprise et que la décision aussi n'aille pas au-delà de l'intérêt des parties. Mais fondamentalement, le juge doit trancher, doit décider et doit faire preuve de sagesse dans sa décision. Et ça n'est pas toujours aisé parce qu'il y a des situations de fait qui sont des situations qui sont difficiles. Mais lorsqu'on est magistrat, lorsqu'on est juge, eh bien, il faut prendre une décision, il faut trancher. Dans l'Évangile, l'enseignement de Jésus parle de justice. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ? Quel est son message ?
dans l'enseignement de Jésus, fondamentalement, le grand principe de la loi, c'est l'amour. Et n'oubliez pas que Jésus, et j'aime beaucoup cet exemple, vous savez, de la femme adultère. Lorsque les hommes viennent et disent à Jésus, il était devant la femme adultère, il faut trancher parce qu'il y a la règle de droit. Ça n'est pas admis, l'adultère. Et Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Ça veut dire qu'arbitrer, on arbitre entre des hommes dans la doctrine sociale. On arbitre entre des hommes et des femmes. Et le tout, dans cet arbitrage-là, qui n'est pas simplement un jugement, c'est d'arriver à ce qu'il y ait une conciliation entre les hommes. Que les hommes mettent au-dessus de leurs différends la volonté de se comprendre, d'admettre que chacun doit faire un pas l'un vers l'autre et qu'on n'est pas là pour, comment dit-on, entre guillemets, tuer l'autre, mais l'amener vers soi pour qu'il y ait une réconciliation. Et c'est ce qui est important dans l'appréhension de ce que dit Jésus. Nous ne sommes pas là pour nous entretuer, mais nous sommes là pour nous aimer. Et c'est l'amour qui est fondamental. Et lorsqu'on aime, eh bien, on fait des efforts pour aller l'un vers l'autre, on fait des efforts pour se comprendre, on fait des efforts pour communier ensemble. Et c'est ça qui est important. Oui, l'idée, c'est de ne pas de mettre en avant le bien commun avant son propre bien aussi. Absolument. Mettre en avant le bien commun parce que nous formons communauté humaine. Et former communauté humaine signifie simplement qu'on doit faire des efforts pour s'entendre et pour aller dans le même sens, en ayant le sens du partage, de l'équité, plus que de l'égalité, mais de l'équité entre les hommes et les femmes, l'équité entre les sociétés, et donc partager ce que nous avons. Il est certain que certains auront plus que d'autres. La question, ce n'est pas cela. C'est que celui qui a plus doit faire l'effort pour aller vers celui qui a moins. Et qu'il n'y ait pas de gêne dans cette situation-là. Parce qu'il y a aussi un élément de la Bible qui dit on va demander plus à celui qui a plus. Et c'est ça qui est important. Et dans cette dynamique-là, nous disons, et la doctrine sociale de l'Église dit qu'il faut tenir compte donc de l'équité, de la justice. Et tout cela est basé sur la loi fondamentale, qui est la loi du Christ. C'est la seule loi qui est importante, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage plein de sagesse, Maître Robert Valerius. Merci, je rappelle que vous êtes membre de la commission diocésaine Justice et Paix de Guadeloupe. Et vous savez quoi, Aurélie? Eh bien, je suis contente. Pourquoi? Parce que de la Guadeloupe, hop, nous allons direction chez moi, la Martinique, du côté de Font-Saint-Denis, à Fort-de-France et aussi à Balata, à la rencontre d'une passionnée bien connue de l'île. Tout à fait. Cette passionnée, regardez, c'est Gisèle. Elle est juge-arbitre. Ça signifie qu'en fait, elle ne fait pas qu'arbitrer. Elle est aussi chargée de veiller de manière très précise à l'organisation dans les règles d'une compétition comme celle-ci, regardez, pendant une course de 15 km à Font-Saint-Denis. Ah oui, quand même. Et d'ailleurs, en 2023, elle a même reçu une distinction, la Légion d'honneur. Exactement, c'est bien la preuve qu'elle est reconnue pour ses talents. Pour être arbitre, il faut être passionné par le sport. Gisèle est même devenue chroniqueuse. Regardez, pour la radio caribéenne RCI, bien joué, où elle couvre en fait les courses hippiques. Dans toutes ses activités, elle a deux mots d'ordre, la bienveillance et la curiosité. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon arbitre? Reportage de Nicolas Caclin et Laurent Vieuxfort. Je suis née ici à Balata, j'ai grandi ici, j'étais à l'école ici. C'est mon père qui nous a élevés, donc il nous donnait également, puisque maman travaillait à l'hôtel, donc on ne la voyait pas le soir. Mon père, il a œuvré pour nous permettre d'avoir une éducation tant sociale, tant scolaire, et bien sûr, tant que religieuse. On arrive à l'église de Balata, et c'est de ce bâtiment où il y avait effectivement le scoutisme, où j'ai œuvré pendant plus de 18 ans. Alors tout est lié en ce qui concerne le règlement. Le scout, il y a une rigueur, il y a des choses à apprendre. Baden-Powell a montré ce qu'il y avait d'important dans le scoutisme. Quand on fait de l'arbitrage, c'est aussi cette rigueur, donc il y a des règles à respecter. J'ai été sollicitée pour participer au JO et c'est une très belle expérience.
J'ai participé effectivement à l'arbitrage du marathon et à l'arbitrage du paramarathon. Et pour moi, qui suis dans l'arbitrage régional, aller dans un arbitrage international, c'est ça la plus belle chose. C'est grandir et prendre ce qu'il y a de meilleur pour avancer. Il a quoi dans sa trousse de secours? Il a tout ce qu'il faut. Le sifflet? Il est où? D'accord. OK. Impeccable. Le téléphone est chargé. Le sifflet? Voilà, écoutez, depuis ce matin, 5h30, arrivé au Font-Saint-Denis, l'une des communes les plus belles de la Martinique, Font-Saint-Denis, le poumon vert de la Martinique. Et ce matin, notre objectif pour nous, les officiels, donc c'était, puisqu'on arbitre, on est là pour regarder le règlement et tout cela, voir si tout est en place et que les dossards ne soient pas cachés par les maillots, comme lui là. Il faut qu'on soit très attentif sur la signalisation. Est-ce qu'ils ont bien prévu l'espace qu'il faut pour la ligne de départ, parce qu'il ne faut pas qu'ils se chevauchent, le positionnement du tapis, l'emplacement, où sont déjà les bénévoles, est-ce que tout le monde est en place, de façon à donner le départ. Elle est où ta puce? Elle est où la puce? OK, vas-y. Nous, on n'est pas là pour sanctionner. L'arbitre est là pour accompagner. Pour être un bon arbitre, il faut connaître le règlement. Pour connaître le règlement, il faut aussi pratiquer. Pour garder en mémoire tout ce que l'arbitrage demande, eh bien, il faut pratiquer. Il faut pratiquer régulièrement. Et je crois qu'à partir de cela, on devient effectivement un très bon arbitre, parce que c'est le répétitif qui fait qu'on devient des performants. Bonjour, bienvenue à RCI. C'est un très bon finisseur surtout. Il mérite logiquement de lui faire confiance pour demain. 4e de ma sélection. Dans un avenir proche, oui, je continuerai à arbitrer. C'est quelque chose que j'aime bien, être en contact des gens, donner des conseils, faire respecter aussi un petit peu les règles et des choses comme ça. Et dans la chronique cette semaine, nous allons voir avec vous, Aurélie, que le verbe arbitrer a sa place dans l'islam. Tout à fait, Muriel. Alors, le premier arbitre, le législateur ultime, c'est évidemment Dieu. Bien joué. Parmi les 99 noms de Dieu dans l'islam, il y a Al-Hakam, le juge, et Ad-Dayan, le souverain juge. Alors, dans la sourate 12, on écrit « Le jugement n'appartient qu'à Allah », car Dieu est le seul à savoir ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Et pourtant, il y a des législateurs dans l'islam. Oui, mais ils ne peuvent juger que d'après le Coran. On y trouve 500 versets sur 6200 qui parlent de la vie sociale, et parmi eux, seulement 80 qui sont suffisamment précis pour en faire des règles. Ils portent sur la question du culte du mariage, des divorces, de la succession ou encore du traitement des orphelins. D'accord. Donc, en fait, Dieu juge les cœurs, mais les hommes peuvent aussi juger des situations concrètes. Tout à fait. Ils sont même encouragés à le faire dans un hadith, un récit de la vie du prophète Mohammed. Il dit « Faire justice entre deux personnes est aussi une sadaka ». La sadaka, c'est un don volontaire, donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne action. Et est-ce que ça veut dire que tout le monde est légitime pour arbitrer? Alors, en principe, oui, Muriel, mais on n'a pas toujours la connaissance nécessaire et suffisante pour le faire selon l'islam. Le contenu juridique réduit du Coran a donné naissance à plusieurs écoles juridiques qui se sont chargées depuis le Moyen-Âge d'interpréter ces versets, de les enrichir des récits de la vie du prophète. Et pendant la dynastie des Omeyyades, qui règne sur le monde musulman dès le 7e siècle, on va créer une fonction spécialement dans le but de gérer les conflits selon l'islam. C'est la fonction de Qadi, et ça signifie juge en arabe. D'accord, et à quoi servent ces juges sur Terre concrètement? Alors, en grande partie, à maintenir l'équilibre et la cohésion sociale. Les cadis ont la réputation d'être des hommes de paix. Ils sont très respectés, on va les voir quand on a un problème de voisinage, un conflit familial, amical. Voilà, dès qu'il y a un conflit, on va voir le cadi. D'accord. Et donc le cadi, est-ce qu'il a un rôle d'arbitre aussi dans la société? Complètement. À Mayotte notamment, ils sont régulièrement sollicités par l'État dans la lutte contre la délinquance ou la radicalisation religieuse. Il n'est pas rare de voir un cadi visiter certains quartiers pour rencontrer des jeunes ou dans un contexte de grève, par exemple. On peut préciser aussi qu'avant que Mayotte devienne française, les tribunaux cadiaux étaient la seule autorité judiciaire du territoire. À partir de 2010, ils perdent ce rôle juridique officiel, mais gardent leur statut dans la tradition. Ils deviennent des salariés du conseil départemental, puisque, comme en Alsace, la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État ne s'applique pas à Mayotte.
En résumé, on croit parfois à tort qu'il existe une loi islamique universelle. Pourtant, la seule autorité qui fasse foi pour arbitrer les conflits est celle de Dieu à travers le Coran. C'est par les valeurs de miséricorde et de fraternité enseignées par l'islam que les hommes peuvent à leur tour devenir juges et arbitres. Merci Aurélie. Et sur le site internet de Tous Frères, nous nous sommes posé une question. Qu'est-ce que le libre arbitre et ce qu'il signifie? Notre liberté s'exprime donc par des choix, des arbitrages que nous faisons. Et pour un chrétien, comment l'articuler avec la volonté de Dieu? Donc une question qui alimente la théologie chrétienne depuis des siècles. Et cette fois-ci sur le site internet d'Outre-mer, la première focus donc sur une passionnée de football. Elle s'appelle Vanessa, elle est guyanaise et elle s'est formée pour pouvoir arbitrer des matchs à l'international, une activité qui demande rigueur et organisation. Et vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions sur notre site internet avec des contenus sélectionnés par la rédaction. Vous le voyez, certains sont inédits, on ne les a jamais vus. Donc on vous donne rendez-vous là-bas et sur nos réseaux sociaux, tousfrères.tv donc. Et qu'est-ce que ça vous évoque, cette émission autour de l'arbitrage, arbitrer? Alors moi, ça m'a rappelé des compétitions que je faisais plus jeune. Alors j'étais en handball et c'est vrai que pendant les tournois, ouais. Ah, trop bien. Pendant les tournois, moi, l'arbitre, c'était un peu celui qui m'empêchait de jouer, finalement. Ah bah. Ouais, j'aimais pas tellement. Vous faisiez trop de fautes. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'en regardant l'émission, j'ai compris, je suis obligée d'admettre que l'arbitre, c'est celui qui protège un peu les athlètes. Bon, après, c'est sûr que depuis son canapé, on a plutôt envie de s'énerver contre lui. Je persiste. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi, ça me rappelle que quand mes petits frères faisaient du basket, j'allais les encourager et souvent, je m'énervais contre l'arbitre. Et j'étais même arbitre sur le banc de touche. Alors que, très concrètement, il y a des règles que je ne connaissais absolument pas. Et pour être tout à fait précise, il faut dire que je le suis encore aujourd'hui, cet arbitre. Pourquoi? Parce que parfois, j'arbitre des petits conflits entre mes enfants. Mais bon, j'essaie toujours de garder bienveillance, paix et amour, comme on l'a entendu dans le Skype, en espérant que cela vous inspire. À bientôt.